Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, nous allons parler, avec le service urbanisme de la ville de Bruxelles, des contrats de quartier. Bonjour Pierre, bonjour Marie. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est un contrat de quartier? Un contrat de quartier, c'est un programme de revitalisation urbaine qui s'adresse à des quartiers fragilisés, qui est financé par la région et par la commune, et qui privilégie 4 axes d'intervention. En fait, ce sont des programmes qui ont été lancés en 1994 sur base d'une expérience française et qui visaient à mener une politique intégrée de revitalisation urbaine. Et donc il y a plusieurs volets. Il y a un volet logement, on construit et on rénove du logement, notamment du logement de type social. On réaménage l'espace public, on renforce, on construit des infrastructures de quartier, des salles de sport, des salles polyvalentes, des maisons de quartier. Et alors il y a tout un volet social qui vise à soutenir toute une série d'initiatives sociales et économiques et à travailler sur la cohésion sociale dans le quartier. L'idée est de mener un projet en partenariat avec les habitants du quartier et qui touche sur tous les aspects de la revitalisation des quartiers. Donc autant l'espace public que les briques, autant le logement que les petits équipements de quartier. Et le projet lui-même se fait accompagné par un comité d'accompagnement où figurent les acteurs du quartier et les différents acteurs de la revitalisation. Depuis quand est-ce que ça existe, les contrats de quartier? Les contrats de quartier ont été mis en place en 1993 avec la jeune région Bruxelles-Capitale et ont commencé à être opérationnels un an après, vers 1994. Et depuis lors, on est à plus ou moins 48 contrats de quartier, c'est-à-dire un nombre déjà impressionnant. Il y en a eu plus d'une dizaine pour la ville de Bruxelles. Ouais. Dans le centre et dans les quartiers, surtout Laken Nord, le centre historique. Quartiers fragilisés, anciens, en général avec un bâti qui nécessite une rénovation. Et c'est vraiment important d'associer les habitants du quartier dans l'élaboration du programme et puis dans la mise en œuvre des projets, parce qu'on peut avoir une idée plus précise de besoins en termes d'aménagement, en termes de revitalisation, que les habitants ont une bonne connaissance de leur quartier et de ses enjeux, des problèmes qui s'y posent. Et donc ça nous permet aussi d'affiner l'analyse de la situation existante du quartier et d'alimenter les débats sur le devenir du quartier en question. À partir du moment où le projet est établi en commun, les habitants peuvent s'approprier le projet et a véritablement, je dirais, un comportement d'intégration aussi dans la vie du quartier après que le projet ait été fait en commun. Donc on a un meilleur respect, par exemple, des aménagements, puisque ces aménagements ont été faits véritablement en collaboration avec le quartier. En fait, c'est une opération qui dure 4 ans, à partir du moment où les études sont finalisées. Et puis, il y a encore 2 ans pour terminer les travaux. Et donc, en 4 ans, on élabore le programme et on commence, je dirais, tout ce qu'il y a moyen de commencer et on boucle tout le cahier budgétaire. Quel type de population viennent aux réunions? Alors, on essaye. Donc, il y a 2 types en fait d'organes participatifs. Il y a la CLDI, donc cette commission qui réunit un nombre restreint d'habitants, et puis il y a les assemblées générales. L'objectif, c'est d'attirer un maximum d'habitants dans les réunions publiques ouvertes à tous les habitants, qui viennent de l'ensemble du périmètre, en quelque sorte. Et au CLDI, là, le nombre de personnes est restreinte et il a été choisi en fonction d'une représentation sur l'ensemble du quartier. Je pense que si on prend un contrat de quartier maintenant,
on a un public beaucoup plus diversifié que ce qu'on avait dans les premiers contrats de quartier. Parce que c'est plus connu, parce qu'on sensibilise mieux le quartier quand on commence le travail, et aussi parce que les réunions maintenant se passent le soir. Or, au début, les réunions étaient au milieu de la journée, et donc ça limitait les possibilités de disponibilité des habitants. Donc il y a une amélioration au niveau de la commune. Oui, c'est ça, les outils se sont affinés et on peut aujourd'hui toucher plus de gens qu'auparavant. Et si les gens ne savent pas venir aux réunions, est-ce qu'ils peuvent être informés? Est-ce qu'ils peuvent vous communiquer, etc. Mais donc c'est pour ça qu'il y a deux types de réunions. Il y a les réunions de travail régulières qui s'adressent aux gens qui suivent l'évolution assez près du processus, qui sont les commissions de développement local. Et il y a aussi les assemblées générales où on réinvite tout le quartier. Donc là, il y a véritablement besoin d'une grande salle. Et là, on a, je dirais, une explication générale sur l'état d'avancement du dossier, où on reprend les documents, je dirais, significatifs et qui parlent à la population. Et par ailleurs, dans de nombreux contrats de quartier, on a mis maintenant sur pied des maisons du contrat de quartier qui sont des pôles d'information sur les projets du contrat de quartier. Et donc tous les habitants sont invités à se rendre dans ces maisons pour se renseigner, pour éventuellement formuler des remarques, poser des questions et consulter tous les documents qui sont liés au projet du contrat de quartier. Mais parfois, la réunion, c'est pas une foire d'empoigne entre des voisins. Il arrive que dans certaines réunions, il y ait des avis un peu divergents autour de la table, mais en général, je pense que le fait qu'il y ait un processus, je dirais, de participation, de prise en compte des besoins, en général, il y a suffisamment d'aspects positifs à chacun des projets pour que ce ne soit pas des foires d'empoigne. On a déjà vécu ça, mais je dirais ce n'est pas la majorité des cas. Ce n'est pas la règle générale. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que parfois, il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer, parce que l'urbaniste a un jargon d'urbaniste, travaille avec beaucoup d'abréviations. Je dirais, il y a vraiment un vocabulaire qui n'est pas tout à fait facile à comprendre, et puis il y a un support qui est le plan, qui n'est pas toujours facile à lire. Donc tous ces aspects, je dirais, évoluent également. Et donc au début, dans les premières réunions, on se rendait compte que il y avait un décalage entre ce que comprenaient les gens autour de la table quand ils étaient habitants ou quand ils étaient administratifs. Et petit à petit, donc, les outils se sont améliorés pour qu'il y ait un support visuel, par exemple, plus intéressant que des mauvais plans. Enfin, je dirais, c'est pas toujours parfait non plus, hein, mais il vaut mieux montrer une perspective d'un bâtiment qu'un plan avec des cotes, par exemple. C'est plus lisible et ça permet de mieux appréhender le projet futur. La même chose pour les voiries, ce sont des domaines techniques très très difficiles à expliquer aux habitants et il y a beaucoup d'aspects, je dirais, financiers, techniques, administratifs qui sont parfois ardus dans ces réunions. Et si jamais les gens ne sont pas d'accord sur un projet, qui tranche à la fin? Donc, au final, la responsabilité est celle du collège. Et donc l'idée c'est que cette commission puisse éclairer le choix qui doit être fait. Mais au final, la responsabilité de la décision, c'est celle du collège. Comme pour les permis, en fait. Voilà. Donc c'est le rôle de la commission locale de développement intégré, c'est un organe consultatif. Donc c'est pas un organe décisionnel. Mais c'est pas un lieu de conflit. Hein. C'est plutôt un lieu de participation qu'un lieu de conflit. Ce qui ne veut pas dire que tout est facile. Il y a parfois des négociations. Parfois, il faut prendre des décisions sur 2 ou 3 réunions et demander des documents ou des informations complémentaires, répondre à des questions avec des informations qu'il faut aller rechercher quelque part. Donc, tout n'est pas simple. Et je me rappelle, par exemple, pour
la salle de sport du Rempart des Moines, on a suspendu les premières décisions pour chercher une solution alternative et puis on est revenu à la première proposition parce qu'on n'a pas trouvé d'alternative qui était de rénover un bâtiment vide. Mais voilà, donc on a attendu, je dirais, des informations complémentaires. Ça a retardé évidemment les choix de quelques mois. Donc la technique de travail qu'on avait mise au point pour faire l'enquête préalable et les choix des opérations dans le quartier Rempart des Moines, c'était fondé sur une analyse des caractères propres du quartier, donc vraiment travailler sur ce qui était l'ancrage qui pouvait créer une nouvelle identité ou retrouver une identité dans le quartier. Parce que les critiques qu'on avait eues d'ailleurs dans le quartier, c'est que c'était un quartier que les gens considéraient comme étant à quitter. Et donc il avait une mauvaise presse, alors qu'il n'y avait pas de problème ni de sécurité, ni de cadre de vie majeur. Mais c'était un quartier qui était considéré comme un quartier peu valorisant pour les habitants. Et donc on a repris les caractères du quartier, mais en les mettant en valeur. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, par exemple, à faire un plan lumière, pour montrer que cette architecture industrielle qui existait était une architecture dont on devait être fier, qu'on pouvait éclairer, montrer publiquement. Donc il y a un geste symbolique dans la manière dont on a mis en valeur les caractéristiques du quartier. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Bonjour et au revoir. Au revoir. On n'a pas fait le bonjour. On fera le bonjour après. On va dire au revoir. Au revoir. Merci.